Bonjour à tous et à toutes, bon réveil. C'est l'heure de vous informer sur cette info et voici les principaux titres. À l'occasion de la Journée mondiale du livre célébrée chaque 23 avril, coup de projecteur sur les étapes souvent invisibles qui donnent naissance à un livre, de la rélecture à la conception graphique. Lancement de l'exercice conjoint Touraco 2026 entre les forces armées ivoiriennes et l'armée française pour renforcer les capacités opérationnelles face aux défis sécuritaires dans la sous-région. Et puis à Meknès, au Maroc, lors de la conférence de l'initiative Triple A, la Côte d'Ivoire a mis en avant plusieurs propositions pour renforcer l'adaptation de l'agriculture face aux effets du changement climatique. C'est toujours un plaisir de vous informer. À l'heure du numérique, entre téléphone portable, réseaux sociaux et rythme de vie accéléré, le livre conserve-t-il encore sa place dans le quotidien des Ivoiriens? À l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur célébrée chaque 23 avril, nous avons tendu notre micro aux habitants d'Abidjan. Entre passion de la lecture, manque de temps et nouvelles habitudes, les avis restent partagés. Déborah Bonou. Romans, ouvrages scolaires ou livres de développement personnel, la lecture continue d'intéresser de nombreux Ivoiriens. Pour certains, le livre reste un moyen d'apprendre, de se cultiver et de s'évader. Mais avec le téléphone portable, les réseaux sociaux et le manque de temps, les habitudes changent. Malgré les défis, beaucoup estiment que la lecture garde toute son importance, surtout pour les jeunes générations. Les Ivoiriens n'ont pas une culture livresque parce qu'on le constate à travers l'évolution de nos étudiants et de nos élèves. Et même au-delà des étudiants et des élèves, vous pouvez voir même des grandes personnes, à travers leur manière de parler, ils ne lisent pas du tout. Parce que la lecture est une source quand même assez importante de connaissances. Et à travers la lecture, on peut améliorer non seulement son niveau de langage, mais acquérir d'autres choses à travers la lecture. Mais aujourd'hui, on constate que lorsque tu échanges avec quelqu'un, tu constates automatiquement que la personne ne lit pas beaucoup. Avant, il y avait beaucoup de personnes qui aimaient la lecture. Quand tu t'en vas dans les librairies même ou dans les bibliothèques, on voit des gens avec des livres. Mais maintenant, c'est plus trop le cas. Pour cette enseignante, encourager la lecture dès le plus jeune âge reste essentiel, car un enfant qui lit régulièrement développe plus facilement ses capacités de compréhension, de concentration et de réflexion. La lecture leur permet d'abord de se construire, ça leur permet aussi de mieux s'exprimer, parce qu'actuellement, ils ont tendance à s'exprimer en mouchi. Or, avec la lecture, ça leur permettra de mieux s'exprimer, de mieux faire les rédactions. Je veux interpeller tout un chacun à revenir à la lecture parce que c'est la source, c'est la base de toutes choses. La base de toutes choses, que ce soit au niveau professionnel, mais pour réussir en toutes choses, il faut lire. Malgré la concurrence des écrans, la lecture reste un pilier essentiel de l'éducation et du développement personnel. Ouvrir un livre, c'est nourrir son esprit, élargir ses horizons et préparer l'avenir. À l'occasion de cette journée, le livre est à l'honneur partout dans le monde. Mais avant d'arriver entre les mains des lecteurs, il suit un parcours rigoureux et souvent méconnu. Entre travail éditorial, correction, création graphique, immersion dans les coulisses de la fabrication d'un ouvrage. Et c'est un sujet de Constant Abillot. Tout commence par une prise de contact entre l'auteur et la maison d'édition. À cette étape, le manuscrit est étudié, retravaillé et mis en forme pour répondre aux exigences éditoriales. Un travail minutieux assuré par les professionnels du livre. Une fois que le manuscrit nous est proposé, il va à la lecture, à notre comité de lecture. Après quoi, notre comité de lecture va rendre sa décision. Est-ce que cela cadre avec notre ligne éditoriale? Quand elle cadre avec notre ligne éditoriale, nous soumettons donc à l'auteur les deux types de contrats que nous faisons à Rive et. Les deux types de contrats, c'est quoi? C'est le contrat à compte d'auteur, où toutes les charges financières sont du fait de l'auteur. Une fois édité, l'ouvrage passe entre les mains des correcteurs certifiés. Leur mission, traquer les fautes, affiner le style et garantir la qualité du texte. Après cette étape essentielle, le livre prend forme,
visiblement grâce au travail de l'infographiste chargé de concevoir une couverture attrayante. Tout d'abord, je vérifie si les informations sont correctes, c'est-à-dire si la définition de l'image est bonne, si c'est en format d'impression, et ensuite j'ouvre mon logiciel, je me charge de créer le cadre de travail, c'est-à-dire le format de mise en page de sortie. Et après cela, j'importe les fichiers. Je sélectionne différentes polices pour le titre, différentes couleurs, parce qu'il faut que ce soit harmonieux. Après l'infographie, le livre est imprimé puis soigneusement rangé dans des bibliothèques organisées. C'est effectivement après que le BAT soit remis à l'imprimeur pour que l'ouvrage soit produit dans le nombre d'exemplaires exact que l'auteur souhaitait. C'est-à-dire s'il a commandé 1000 exemplaires, s'il a commandé 2000 exemplaires, s'il a commandé 500 exemplaires, s'il a commandé 100 exemplaires, c'est en ce moment-là qu'on dit le livre est fait prêt. Donc il est dans ce format, il est fait prêt. Nous, dès réception, nous le faisons référencer dans le circuit de distribution pour que les commandes se passent et que le public puisse avoir accès aux différents ouvrages en fait. Le livre sera mis sur le marché dans les prochains jours. 15. Sur le plan sécuritaire, la Côte d'Ivoire renforce ses capacités de défense. L'exercice aérien interallié Touraco 2026 se déroule actuellement sur plusieurs sites stratégiques du pays. Objectif, tester et améliorer la coordination entre les forces armées de Côte d'Ivoire et leurs partenaires français. Le point de Lucien Aoussi, commenté par Samson Oula. Dans le ciel ivoirien, le ballet des aéronefs traduit une montée en puissance des capacités militaires nationales. L'exercice Touraco 2026, initié par l'état-major général des armées, mobilise d'importants moyens humains et logistiques. De Abidjan à Yamoussoukro, en passant par Bouaké, Gagnoa, Sassandra et Assini, plusieurs localités servent de théâtre à cet entraînement d'envergure nationale. Côté ivoirien, les hélicoptères Mi-17 et Mi-24 assurent des missions d'appui et de transport tactique appuyés par des aéronefs CASA et H-124. En face, les forces françaises déploient un dispositif impressionnant. Chasseurs Mirage 2000D, avions ravitailleurs MRTT, avions de transport C-130 et A-400M. Une démonstration de puissance, mais surtout de complémentarité. La démonstration à laquelle nous avons assisté ce matin intervient dans un contexte où une des bases de l'armée de l'air ivoirienne est attaquée par des groupes armés terroristes. Cela a nécessité donc une réponse aéroterrestre coordonnée avec notre partenaire français en appui. Donc ces manœuvres sol comme vol ont fait intervenir de l'agage de parachutistes, de l'agage de petits colis, de l'appui-feu des chasseurs, de l'appui-feu hélicoptère, des évacuations sanitaires et un ensemble de coordination au niveau des troupes au sol. En coopération avec mon homologue ivoirien pour monter tout le scénario et globalement représenter tout ce que les forces ivoiriennes sont capables de faire avec en appui les forces françaises. C'est un travail collaboratif, conjoint en fait, bilatéral. Moi, je trouve que c'est une relation qui est gagnante-gagnante en fait, si je puis dire. Donc nous, on en apprend des Gata et nous, on essaye d'enseigner ce qu'on connaît du milieu aérien, donc de la 3D, aux Gata ivoiriens. Au-delà des démonstrations aériennes, Touraco 2026 se veut un véritable laboratoire opérationnel. Planification, coordination, commandement. Chaque séquence est pensée pour reproduire des conditions réelles d'engagement. Dans la continuité de l'édition précédente, cet exercice confirme la modernisation progressive de l'armée de l'air ivoirienne et la solidité du partenariat stratégique entre la Côte d'Ivoire et la France. Un partenariat militaire fondé sur la confiance et le partage d'expertise au service de la sécurité régionale. Touraco 2026 se poursuit encore pendant plusieurs jours sur l'ensemble du territoire.
Intéressons-nous à présent à la météo. La saison des pluies s'annonce plus intense que d'habitude. Selon la Sodexam, le littoral et le sud-ouest pourraient être particulièrement exposés aux inondations. Face à ce risque, le gouvernement renforce son dispositif de prévention à travers la construction et l'entretien des ouvrages de drainage sur l'ensemble du territoire. Lors de la tribune du CICG, l'Office national de l'assainissement et du drainage appelle à la vigilance et invite les populations vivant sur les zones à risque, plutôt dans les zones à risque, à anticiper. En parallèle, une campagne de sensibilisation est en cours, accompagnée d'une brigade chargée de lutter contre les comportements qui aggravent ces situations. À Yamoussoukro, l'Assemblée parlementaire de la francophonie réunit son réseau des femmes parlementaires à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Co-présidée par la présidente du Sénat, Kandia Camara, cette rencontre met en avant la participation politique des femmes, l'égalité de genre et le leadership féminin avec des recommandations attendues pour renforcer leur présence dans les instances décisionnelles. Charles Kouakou et Eugène Sailly. La cérémonie de signature s'est tenue ce mardi 21 avril 2026 à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire à Abidjan. Elle consacre un partenariat entre la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire et la Cour d'arbitrage du Togo, deux institutions spécialisées dans le règlement des litiges commerciaux. À travers cet accord, les deux structures entendent promouvoir la médiation et l'arbitrage, favoriser l'échange d'expériences, renforcer la formation et faciliter la désignation d'arbitres et de médiateurs. L'accord que nous nous apprêtons à signer ouvre une nouvelle ère de coopération structurée, durable et mutuellement bénéfique entre la CATO et la CACI et vient simplement prolonger les liens de fraternité qui unissent les peuples de Côte d'Ivoire et du Togo. La CATO demeure la Chambre d'arbitrage et de médiation du Togo demeure résolument engagée à œuvrer pour le plein succès de ce partenariat, à construire dans un esprit de solidarité cette fraternité de complémentarité et de performance institutionnelle. La convention que nous allons signer aujourd'hui est simple dans son esprit, mais importante dans sa portée. Nous décidons d'unir nos forces pour mieux servir le monde des affaires. Ce partenariat prévoit également un appui logistique pour une meilleure organisation des procédures. Avec cette convention, Abidjan et Lomé franchissent un nouveau cap dans la coopération juridique régionale au service d'un climat des affaires plus sécurisé et attractif. Une chose est de parapher la présente convention, une autre est de l'exécuter. Je voudrais à cet effet rassurer les responsables administratifs des deux centres sur l'appui de la CCI Côte d'Ivoire et de la CCI Togo. Car notre plus ardent souhait est de voir se réaliser dans les faits les clauses contenues dans cette convention pour le plus grand bonheur des utilisateurs. Les activités telles que celles que nous célébrons aujourd'hui honorent la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Elle confirme que son bébé, la CACI, poursuit son développement, consolide son expertise et étend son réseau de coopération au-delà de nos frontières. Créée en 1997, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, la CACI, s'impose aujourd'hui comme un acteur clé du règlement alternatif des différends. De son côté, la Cour d'arbitrage du Togo, opérationnelle depuis 2011, joue un rôle similaire dans son pays. À Abidjan, une réalité visible quotidienne et de plus en plus préoccupante. Les déchets plastiques, ils s'accumulent, envahissent les trottoirs, obstruent les caniveaux, avec des conséquences directes sur l'environnement et la santé. Une question qui interpelle les habitants. Un reportage de Zénab Goumbri. Dans les rues d'Abidjan, les déchets plastiques s'accumulent de plus en plus. Caniveaux bouchés, trottoirs envahis, le phénomène devient préoccupant. Quelles sont les véritables causes de cette prolifération et surtout quelles solutions envisager? Nous avons tendu le micro aux Ivoiriens pour connaître leur avis sur la question. Pour moi, la cause, d'abord, il y a une surproduction de ces produits-là dans les usines, puisque maintenant on constate que les entreprises de maintenant utilisent majoritairement le plastique. On a un coffre au dehors là-bas. Quand on balaye, les femmes viennent balayer et puis vont verser là-bas. Nous, on part.
On demande aux gens de ne pas faire. Mais puisque ce n'est pas nous seulement, on a la population qui vient dans le marché. Nous sommes aujourd'hui de 300 commerçants qui existent, qui font le commerce ici. Mais ces personnes qui viennent par jour peuvent atteindre 1000 personnes. Nous sommes aussi des commerçants. Donc on essaie de parler, sensibiliser, parler. Mais non, on veut bien que les gens ne finissent. Dès qu'ils utilisent les sachets, ils n'ont qu'à mettre dans les poubelles. C'est ce que nous demandons aux gens. Malgré les constats dressés par les citoyens, la situation persiste. Mais au-delà de l'impact environnemental, ces déchets représentent également un risque réel pour la santé des populations. Pour mieux comprendre ces dangers sanitaires, nous avons rencontré un médecin généraliste. Dans notre contrée en Afrique, ici, la première pathologie, c'est le paludisme. Le paludisme est transmis bien évidemment par les moustiques. Et ces déchets-là, mal entretenus, sont les nids de prolifération de ces moustiques-là qui vont bien évidemment transmettre ces maladies. En dehors du paludisme, il y a plusieurs autres maladies, même le choléra également, la fièvre typhoïde, tout ça. Ce sont les pathologies qui peuvent être transmises à l'homme en partant de ces déchets-là. Pour mieux comprendre les enjeux globaux liés à cette pollution, nous sommes également allés à la rencontre du professeur Yapo, directeur du Centre ivoirien anti-pollution, spécialiste de l'environnement. Sur les voies, il n'y a que du plastique. La présence d'abord de ces emballages sur le sol, sur les voies de circulation déjà, dégrade la nature, la qualité de notre environnement. L'environnement, la qualité même est déjà perdue parce que les rues sont plastifiées, les canalisations sont pleines de plastique, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la présence du plastique en lui-même dégrade la qualité de notre environnement. Et ce plastique ne se dégrade pas, ne se décompose pas. Ce plastique-là, quand vous le voyez, pendant 400 ans, il peut demeurer en celui. Au-delà de l'insalubrité visible, la prolifération des déchets plastiques constitue une menace sérieuse pour l'environnement, les écosystèmes et la santé humaine. Un phénomène qui interpelle et qui appelle à une prise de conscience collective ainsi qu'à des actions concrètes. L'actualité internationale maintenant. L'agriculture africaine face aux défis climatiques. À Meknès, au Maroc, lors de la conférence de l'initiative AAA, la Côte d'Ivoire a défendu plusieurs pistes pour renforcer l'adaptation du secteur. La délégation conduite par le ministre Bruno Koné a notamment proposé 4 axes de travail. Suivons ce reportage commenté par Constant Abillot. Bilan, 10 ans après la mise en place de l'initiative triple lancée lors de la COP22 à Marrakech en 2016, dont le but était de réduire la vulnérabilité de l'agriculture africaine face aux défis du changement climatique. C'est à cette question que plusieurs ministres africains de l'agriculture ont tenté de répondre lors de cette session de haut niveau en marge du SIAM 2026. Pour le ministre Bruno Koné, chef de délégation ivoirienne, 4 pistes de solutions. L'axe 1, c'est accélérer le développement de modèles agroforestiers, conciliant productivité, préservation de la biodiversité et stockage de carbone, afin de protéger durablement notre capital naturel, les forêts, la faune et les ressources hydriques. 2. Promouvoir des approches intégrées, incluant pleinement l'économie bleue, en favorisant les ressources halieutiques et aquacoles, tout en sécurisant les moyens de subsistance des communautés. 3. Renforcer la structuration des mécanismes innovants de financement de l'adaptation, incluant les assurances climatiques, les financements mixtes, blended finance, et les instruments de partage des risques afin d'attirer davantage d'investissements privés. Et 4. Investir massivement dans la recherche, comme cela a été dit tout à l'heure, l'innovation et la diffusion de technologies climato-intelligentes, notamment à travers la digitalisation agricole, les systèmes d'alerte précoce et l'accès aux données climatiques. Voilà donc 4 ingrédients que nous voudrions joindre aux propositions formulées par l'ensemble de nos pairs au moment où nous engageons l'élaboration de la vision 2036 de l'initiative AAA en vue d'en faire un cadre de coopération solide et un véritable catalyseur de transformation de notre agriculture, de l'agriculture africaine d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie. L'émissaire du gouvernement ivoirien a donc appelé à une mobilisation des financements publics, à un renforcement de la bancabilité des projets agricoles pour attirer les capitaux privés et à une activation des instruments innovants de financement climatique. Un plaidoyer entendu par les nombreux partenaires internationaux présents à ces assises.
Et puis au Nigeria, une affaire sensible devant la justice. 6 hommes, dont un général à la retraite, ont été inculpés pour leur implication présumée dans une tentative de coup d'État visant le président Bola Tinubu en 2025. Ils sont accusés de conspiration et d'atteinte à la sûreté de l'État. Cette affaire remonte à octobre 2025 lorsque l'armée avait annoncé l'arrestation de plusieurs officiers avant de reconnaître par la suite l'existence d'un projet de coup d'État. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de journée à tous et à toutes. Et le programme se poursuit sur 7info et sur 7info.ci.